I spoke to my grandfather. He's been dead for 30 years. What'd he tell you? It's eternity in there. Ça fait très longtemps que je voulais vous parler du film Mrs. Blue. En me baladant sur YouTube, je découvre que des créateurs font des réactions et des analyses d'une vidéo, une sorte de film qui se passe dans l'univers de Team Fortress. Mrs. Blue and Mrs. Blue. Mrs. Blue. Mrs. Blue. Je connais un peu le jeu, donc je suis intrigué et je regarde les réactions. Mais très vite, je comprends que le sujet va loin. Très, très loin. En cherchant la vidéo en question, je constate qu'elle a plus de 14 millions de vues. J'attends donc d'avoir 2 heures de libre pour me poser, je me mets à l'aise, je regarde le film, et 3 ans après, je suis encore profondément perturbé par ce visionnage, et il est temps qu'on en parle. D'ailleurs, moi qui n'étais pas spécialement un joueur de TF2, désolé, TF2 pour moi c'est Titanfall 2, j'ai quand même pris du temps à aller voir Mrs. Blue. Et finalement, le chroniqueur m'a convaincu que je pourrais en profiter même sans être familier du jeu. Donc je me suis posé devant et je suis complètement tombé sous le charme du film. Donc vous inquiétez pas, même si l'univers ne vous parle pas, croyez-moi qu'Mrs. Blue c'est une énorme claque cinématographique. Mrs. Blue est un des films qui m'a le plus marqué sur YouTube. Et je n'utilise pas le terme film à la légère, puisqu'il s'agit pour moi d'une véritable œuvre cinématographique qui puise ses inspirations parmi les meilleures. Fritz Lang, Stanley Kubrick, David Fincher, le film Mrs. Blue est une pure claque en termes de mise en scène horrifique. Le sujet a déjà été pas mal couvert chez les anglo-saxons, et vous trouverez pas mal de similitudes avec les youtubeurs Richter Overtime et The Watch Show, et on tient à les créditer parce que cette vidéo est en partie inspirée par leur travail. Alors, vous le voyez aux images, ce n'est pas un film en prise de vue réelle, ni véritablement en animation 3D. Et Mrs. Blue a été fait par Chad Payne et Anton Pellizzari avec le Source Filmmaker, un éditeur de films qui est plus généralement utilisé pour faire des sketchs débiles dans le genre de Skibidi Toilet ou des films parodiques dans les univers des jeux édités par Valve. Le SFM est donc plus souvent utilisé pour faire des vidéos humoristiques et surtout très courtes. Le logiciel est très accessible, mais il n'est pas aussi précis et complet qu'un véritable logiciel d'animation 3D. Donc le fait de faire un film de presque 2 heures avec une équipe technique aussi réduite, c'est déjà une prouesse en soi. Et le plus impressionnant, c'est que le film est basé sur le lore d'un des jeux les plus cons, chaotiques et hilarants que je connaisse. Seduce me! Who touched my gun? Face Pour le contexte, Team Fortress 2 est un hero shooter sorti en 2007 qui tient encore très bien la route aujourd'hui. Des équipes de mercenaires avec des personnages hauts en couleur s'affrontent pour contrôler les positions adverses. L'équipe qui parvient à capturer ou saboter la base de l'autre gagne. Il existe bien sûr d'autres modes de jeu, et il bénéficie d'une énorme communauté de fans qui s'en donnent à cœur joie pour faire des mèmes et des fictions entre les différents héros, ou pour modder des serveurs pour créer des expériences toujours aussi drôles. L'humour est au centre de l'identité de Team Fortress 2. Les héros sont des caricatures volontairement datées, le style graphique et l'ambiance sonore sont ouvertement inspirés des films de série B des années 70, il y a des tonnes de cosmétiques absurdes, et les vidéos promotionnelles du jeu sont des sketchs qui mettent à l'honneur l'univers de chaque personnage de l'équipe rouge. Wow, you can teleport bread. That is big news. The demo back with the beer yet? Cause I... Oh! What the hell is that? Chumas! A priori, dans le jeu, il n'y a pas de distinction précise entre l'équipe bleue ou l'équipe rouge. C'est exactement les mêmes personnages dans chaque team, juste dans des couleurs différentes. D'ailleurs, lors de la promotion des jeux, des faux sites de recrutement ont été créés pour les équipes et on constatait que l'équipe bleue avait été sabotée par l'équipe rouge, qui a redirigé les visiteurs vers leur site. Même la bande dessinée, qui est une des seules histoires officielles sur le jeu, se concentre sur l'équipe de cette couleur. Donc clairement, les rouges sont les chouchous des développeurs et on ne sait presque rien sur l'équipe bleue. C'est plus souvent la communauté qui va proposer des histoires qui n'entrent pas dans l'univers canon, des créations comme le film Mrs. Blue. Le truc, c'est que ce n'est pas un simple film sur un jeu vidéo, et Mrs. Blue est une œuvre extrêmement complexe. En voyant le film, j'étais absolument absorbé par l'histoire. Elle va vraiment très loin, et elle est parvenue à me terroriser avec un jeu comique que je ne verrai plus jamais de la même manière. Avec le reporter, on a donc commencé à se renseigner sur le lore de Team Fortress. On a commencé à éplucher les wikis, les fandoms, les bandes dessinées, les Reddit, tout ce qui pourrait nous aider à comprendre toutes les subtilités du film. Celui-ci se passe évidemment dans l'univers d'un jeu, mais dont on sait finalement assez peu de choses. Et lorsqu'on creuse, on se rend compte qu'il y a énormément de détails qui prennent un autre sens. Donc si vous ne connaissez pas le jeu Team Fortress 2 et que vous voulez profiter au maximum du visionnage, on va vous faire un petit sommaire avant de vous lancer le film. Et parce que cette vidéo ne peut pas égaler l'expérience du premier visionnage, si vous connaissez déjà Team Fortress 2, on vous invite sincèrement à découvrir Mrs. Blue.
Pour vulgariser le lore de Team Fortress, en gros le jeu se passe dans les années 70, dans une Uchronie où deux jumeaux se font la guerre pour le contrôle de territoires inutiles. Genre, vraiment, ces territoires ne servent à rien, et chacun a juste envie de piquer les parts de l'autre par fierté. Et, comme la vraie guerre, c'est trop cher et trop compliqué à cause de plein de trucs administratifs et diplomatiques. Les jumeaux préfèrent juste s'envoyer des mercenaires pour prendre de force les territoires de l'autre. Sauf qu'il n'y a que 9 mercenaires assez fous pour rentrer dans ce conflit. Le scout, le plus jeune mercenaire mais également le plus rapide, armé d'une batte de baseball. Le sniper, un tireur australien. Le spy, un espion français qui maîtrise l'art du costume, de l'invisibilité et du niquage de maman. That would be your mother. Le pyro, une silhouette masquée armée d'un lance-flamme, on ne sait rien sur lui ou elle, en dehors de ses tendances pyromanes. Le démoman, un écossais borgne spécialisé dans les explosifs, souvent représenté comme un alcoolique. Et pourquoi? Le Heavy, un énorme Ruskov armé d'un minigun, clairement le mec le plus puissant et résistant du groupe. Le Soldier, certainement le personnage le plus stupide de la bande qui utilise son lance-roquette pour se propulser dans les airs. L'ingénieur qui s'occupe de fabriquer des tourelles et des téléporteurs en les frappant avec une clé à molette. Et enfin, le Medic, un docteur allemand qui peut soigner ses coéquipiers et leur envoyer une Uber Charge pour les rendre indestructibles. Son arme de corps à corps est une scie à os et il se trouve que c'est lui le personnage principal du film. Ces 9 mercenaires, ils existent tous en rouge et en bleu, en fonction des équipes. Du coup, comment on fait une guerre avec seulement 9 personnes? Eh bien, les deux jumeaux utilisent une technologie pour faire réapparaître les mercenaires tombés au combat. C'est pour ça que quand on meurt dans le jeu, on revient à la vie pour retourner se battre. Bon, faut pas chercher midi à 14h, c'est tout bête, et tout ça n'est qu'une excuse pour faire du bon deathmatch sans s'encombrer de soucis narratifs. Et au moins, vous connaissez l'essentiel pour apprécier votre visionnage d'Emesis Blue. Le reste du film est volontairement cryptique, donc encore une fois, on vous invite à découvrir ce film avant la suite de cette vidéo. Si c'est fait, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. Le film commence avec une vidéo d'un sujet de test qui utilise la machine de réapparition produite par Helix Technology. On voit l'état du soldat se dégrader au fil des réapparitions, il commence à trembler, il saigne des yeux et par les orifices de son visage, et semble dire en sous-titre « It's eternity in there ». En français, c'est l'éternité là-dedans. On voit ensuite la machine se recouvrir d'une muqueuse rougeâtre lors d'un nouveau test. Ce personnage n'a donc pas survécu au dernier test, et la vidéo s'arrête sur ces images. D'entrée, on comprend que la machine de réapparition est défaillante, et semble causer des troubles chez les mercenaires qui reviennent à la vie. Aussi, on remarque que ce soldat n'est pas un mercenaire de Team Fortress, mais un soldat de la Seconde Guerre mondiale provenant du jeu Day of Defeat,
Donc, la machine n'a pas servi que pour les mercenaires que nous avons présentés, et sert probablement des dessins encore inconnus. Cette scène fait également référence au roman L'Excursion de Stephen King, qui parle de personnes qui utilisent des téléporteurs pour voyager presque instantanément. Seulement, il faut être inconscient pour prendre le téléporteur. Ceux qui sont téléportés et éveillés reviennent avec des cheveux blancs, un regard « ancien » entre guillemets, et crient comme des déments. Ils perdent la raison et peuvent aller jusqu'à s'arracher les yeux, voire mourir de crise cardiaque à leur arrivée. Ce soldat dépourvu Dieu qui prononce la phrase « It's eternity in there » est une référence ouverte à cette histoire. Dans le roman, les téléportations ne prennent que quelques millisecondes, mais si les voyageurs sont conscients, leur esprit passe en fait un temps inimaginable dans ce voyage. Donc les mercenaires morts qui reviendraient au combat pourraient rester bien plus longtemps qu'on ne le pense dans cette machine. Après cette introduction, on arrive dans le cabinet du médic bleu, le protagoniste de cette histoire. Il semble faire un cauchemar où il voit des cadavres de mercenaires jetés par dizaines dans un canal. On voit une grosse référence à Shining lorsque la machine de réapparition s'ouvre avec des gallons de sang qui dégueulent à l'ouverture de la porte. Et une silhouette étrange de docteur de la peste semble menacer le médic. Il faut toujours se méfier d'un mec qui porte une tenue de médecin de la peste. I know it's late, but mind if I ask you something? Do you ever have bad dreams? Le médic reçoit la visite du scout. Son patient lui fait part de cauchemars qu'il fait où il imagine perdre ses dents et son sentiment d'être constamment observé. On apprend que le scout a récemment été renvoyé de l'équipe bleue et qu'il compte porter plainte à cause des problèmes qu'il a développés au cours de sa carrière. On remarque qu'il a une énorme cicatrice sur la tempe et qu'il a du mal à garder l'équilibre. Il a visiblement reçu une grave blessure à la tête, et ça fait de la peine de voir que le mercenaire le plus rapide et jeune de la bande est dans un état aussi lamentable. Lui et le médic semblent être de bons amis, et son équipier lui propose de prendre du Valium, un traitement qu'il prend également pour soulager son anxiété. I'm gonna sue the hell out of Blue for what they did to me. Well, you wouldn't be the first. Doc, if they ever hit you with something, you hit back twice as hard, you hear me? Well, it's getting late. Come on, I'll give you a ride. Jeez, you got a whole video store in there. Dans les cassettes qui tombent par terre, on a clairement des références aux différents films dont s'inspirent les créateurs pour Mrs. Blue. Et celle qui va retenir notre attention est celle que ramasse le scout, M le maudit de Fritz Lang. Cette référence est très importante. Le médic bleu s'appelle d'ailleurs Fritz Ludwig en référence au réalisateur. Le film raconte l'histoire d'un groupe de citoyens qui s'unit pour attraper un tueur d'enfants. Pour l'identifier, l'assassin est marqué par un M afin que les familles des victimes puissent le reconnaître et l'attraper. Le M est donc la marque du meurtrier. Ce film appartient au courant de l'expressionnisme allemand, il est reconnaissable par ses plans débulés pour renforcer le sentiment de malaise dans une scène, avec ses jeux d'ombre pour communiquer les menaces directes, ainsi qu'un fort réseau de symboles entre les lieux ou les objets. Un style qu'on retrouve dans l'ensemble du film et surtout lorsque le médic raccompagne le scout chez lui. Sur le chemin, le médic confirme au scout qu'il y a un problème avec la machine de réapparition, que d'autres mercenaires et lui-même ont eu ce genre de problème, mais il reste très évasif sur ce qu'il sait à propos de ces problèmes. You don't want to know. Une fois chez lui, on voit ma scène préférée de tout le film. Devant l'entrée de sa maison, on peut voir dans une ruelle un corbillard noir. Retenez bien ce détail. Pendant que le scout regarde le film M le maudit, sa mère lui annonce que le repas est bientôt prêt. C'est d'ailleurs assez drôle que le réalisateur ait pris le temps de faire une référence à sa mère, puisque c'est une blague assez connue entre les joueurs que le Spy rouge est possiblement le père du scout bleu parce qu'il a couché avec sa mère. Du hast aber einen schönen Ball. Dinner's ready, dear. Okay, hang on. Wie heißt du denn? Hello? Thanks for the ride, Doc. You sure you don't want to come in? At least say hi to Mom? What did you... Who is this? You really gotta get out more often, Doc. What the hell is this? Who are you? Hey, Ma! I'm home!
Putain, j'adore cette scène. Tout d'abord, quand le scout se retourne, on voit un jeu d'échecs avec un pion bleu cerné par des pions rouges, pour symboliser qu'il est piégé. Ensuite, on a les sifflements de l'antre du roi de la montagne de Edvard Grieg, une référence directe au sifflement du tueur d'enfants dans M le maudit, ultra pertinent quand on sait que le scout bleu est le plus jeune mercenaire de la bande. Puis ce plan terrifiant où un inconnu lâche la tête décapitée de sa mère avant qu'il ne voie l'un des intrus immobile et armé d'une hache. J'ai des frissons rien qu'à le raconter. Déjà, je sais pas ce que c'est que ce truc immonde dans le four, mais c'est pas le plat qu'on a vu quelques secondes plus tôt. Ensuite, notre silhouette avec le masque blanc. Pour les joueurs, vous l'avez reconnu, la plus célèbre classe à jouer avec une hache, c'est le pyro. Le pyro, c'est clairement ma classe préférée dans Team Fortress 2. C'est juste ultra jouissif de faire la combinaison du lance-flamme et de l'extincteur pour pourrir ses adversaires. Et je suis fasciné par le mystère qu'il y a autour de l'identité de ce personnage. On ne connaît pas son nom ou son sexe, et même les bandes dessinées ne nous permettent pas d'en savoir plus sur le personnage, en dehors du fait que son ancêtre est probablement Abraham Lincoln. Et voilà, c'est tout ce qu'on sait. Mais le pyro du film, lui, il semble appartenir à aucune équipe en particulier, car il est purement vêtu de noir. Vraiment, j'adore l'efficacité de cette scène. Et c'est dommage que Valve ait arrêté de faire des cérémonies des Saxy Awards pour récompenser les fan-films de Team Fortress, car Emesis Blue aurait largement mérité des récompenses grâce à ce genre de mise en scène. Alors que le film tourne toujours, le médic entre chez la mère du scout et découvre avec horreur les lieux du crime. Le scout est absent et le corps décapité de sa mère gît par terre avec la marque de l'assassin peint avec son sang sur le mur. Un énorme M. Quelqu'un tente de rentrer dans l'appartement, le médic panique, il perd connaissance et sa tête tape violemment contre la cuisine. À son réveil, le médic est dans son bureau. On ignore comment il y est revenu, et ses mains sont couvertes de sang. Il a des hallucinations où il voit son reflet le saisir et lui fracasser le crâne contre le miroir. Je ne pense pas que ce soit véritablement une référence, mais ça me fait beaucoup penser à une scène de Hulk de 2003, lorsque l'alter ego de Bruce Banner le saisit depuis l'autre côté du miroir. En tout cas, le médic se bat contre quelque chose qui est en lui, et il a clairement des violentes pertes de contrôle lorsqu'il perd connaissance. Un inconnu lui envoie une enveloppe contenant une clé et des photos prouvant que lui et le scout étaient espionnés. Il reçoit également un coup de téléphone qui utilise la voix de son ami, la même technique utilisée lorsque celui-ci a été enlevé. I know it's late, but mind if I ask you something? What? Scalds, where are you? You ever get the feeling like you're being watched? What the hell have you done with him? Le jeune garçon est enfermé quelque part, et c'est en découvrant un message qu'il comprend dans quel endroit il se trouve. Notre docteur doit se rendre à l'abattoir des Conager. En parallèle de cette histoire, on suit deux autres personnages qui jouent un rôle primordial dans ce thriller, le Spy bleu et le Soldier bleu. On voit au passage de l'ambulance du médic, accompagné du scout, que ces événements se passent exactement au même moment que l'enlèvement et la découverte de la scène de crime. Le Spy et le Soldier semblent être à la recherche d'Archibald, le gouverneur du Nouveau-Mexique qui a récemment disparu. On peut d'ailleurs voir dans les journaux dans le bureau du médic que ce sujet est dans l'actualité, mais tout le monde ne semble pas vouloir qu'on retrouve Archibald. Le Soldier bleu est observé, visiblement par un autre soldier qui fait probablement partie de l'équipe rouge. Il aperçoit également un corbillard noir, le même qui était présent lors de l'enlèvement du scout. Builders League. You look lost, comrade, and that suit doesn't fit you. I did not ask for your opinion. So tell me the facts. Who's the handoff? Who's your new employer? I don't know what you're talking about. Le Spy, lui, a une confrontation avec un Heavy qui détiendrait des informations sur l'enlèvement du gouverneur. Ce Heavy travaillait supposément pour l'équipe bleue, mais son costume ne permet pas de le confirmer. Peut-être qu'il aurait lui aussi quitté l'équipe bleue à cause des problèmes liés à la machine de réapparition. D'ailleurs, dans le jeu Poker Nights, qui réunit les personnages de différentes licences, on peut voir le Heavy dire qu'il faisait des cauchemars entre chaque réapparition. When you get a kill, sometimes you get a present, right? When I get killed, I get honor of team. Sometimes I also get nightmares. A man does not go home to his wife and children. Une coïncidence que je trouve très flippante. Lorsque le Spy tente de lui prendre la mallette, le Heavy entre immédiatement en combat contre lui. Le Spy est naturellement dominé par la puissance de Skolos, mais il est sauvé in extremis par le Soldier bleu qui lui tire une balle dans le torse. Eat this!
C'est ridicule. Le Heavy, c'est la classe la plus tankée de Team Fortress 2. Impossible de le tuer en une balle. Sauf si c'était un coup critique. Le Heavy est donc mort et emmène les réponses sur l'enlèvement d'Archibald avec lui. On revoit ensuite une silhouette de médecin de la peste dans un plan magnifique en référence au film Seven de David Fincher. Ce personnage est surnommé l'Undertaker. Il épargne le spy et lui prend la mystérieuse mallette du Heavy. Avant que celui-ci ait pu prendre la fuite dans son corbillard, le Soldier a eu le temps de le prendre en photo. Donc là, on a deux détails très intéressants. Premièrement, l'Undertaker n'est pas une hallucination, c'est un personnage tangible qui peut interagir avec les personnages du récit et être photographié. Deuxièmement, l'appareil photo provient de la société Helix, la même compagnie à l'origine de la machine de réapparition. Sur la route, pour tenter de retrouver l'Undertaker, le Spy et le Soldier apprennent via leur poste de communication de la police que celui-ci a échappé à une violente confrontation avec eux. Lorsqu'ils se rendent sur place, ils finissent chez la mère du scout, désormais contrôlée par les forces de l'ordre. En fouillant dans les documents, le Soldier trouve un document expliquant que l'équipe bleue certifie que la machine de réapparition fonctionnait à 99% et qu'il ne prendrait pas en charge les dommages causés pour les 1% restants. On apprend également que le scout a subi de graves dommages au cerveau et qu'il a été pris en charge par Fritz Ludwig, le médic bleu. Il était donc bien au courant des lésions irréversibles qu'il avait subies lors de ses nombreuses réapparitions, et enfin, ce document a été signé par Blutarch Mann, l'un des deux jumeaux qui cherche à prendre le territoire de son frère, Redmond Mann. En interrogeant le policier blessé, le Spy découvre que le suspect s'est enfui dans une ambulance et il retrouve une Sea House sur les lieux du crime, l'arme de corps à corps du médic. L'abattoir des Conager est une version modifiée de la map Too Fort du véritable jeu. C'est une map iconique puisqu'elle fait partie des plus populaires de Team Fortress 2. C'est également une adaptation d'une map du premier jeu, donc il y a une sorte de retour aux sources avec ce choix, et en particulier si vous connaissez le jeu, vous savez que le Medic bleu se dirige directement vers la base de l'équipe rouge. Ce dernier est équipé d'un Medigun, un outil qui permet de soigner ses coéquipiers. Il compte probablement l'utiliser pour soigner le scout s'il est blessé. Il trouve également le corbillard brûlé de l'Undertaker, ce qui veut dire que son ami et la mallette sont bien ici. Il est observé par un sniper qui ne lui tire pas dessus, tandis qu'il cherche un moyen d'entrer dans la base rouge. J'en profite pour mettre en avant le travail de Anton Pellizzari qui fait un travail incroyable pour illustrer la dualité dans ce film. J'ai clairement pas son talent, mais j'ai essayé de reproduire une des scènes de Nemesis Blue avec le Source Filmmaker, et je peux vous assurer que ça demande un travail de dingue. Il simule un effet de brouillard bleu avec une lumière volumétrique, une backlight pour détacher le personnage du fond, une légère frontlight pour éclairer son personnage en provenance de ce qu'il regarde, et un appel de lumière rouge pour diriger le regard du médic vers un élément intrigant. Il utilise le Source Filmmaker avec un véritable talent de cinéaste. Après avoir grimpé jusqu'à la base, il croise une étrange créature dont on ne voit que les doigts démesurément longs qui s'enfuient à sa vue. C'est généralement très mauvais signe de croiser ce genre de truc, mais sans se démonter, il continue son chemin avant de tomber sur le Heavy noir, celui qu'on a vu plus tôt. Sauf qu'il est beaucoup plus grand et il le poursuit comme si c'était Monsieur X dans Resident Evil. Après une petite prière pour sa vie, il parvient à lui échapper, mais son Medigun est détruit, donc impossible pour lui d'administrer des soins. On peut voir dans cette salle qu'il y a la marque du meurtrier et deux objets qui annoncent ce qui se trouve ici. Une balle de baseball, ce qui veut dire que le scout est dans les environs, et une clé à molette. La clé à molette, c'est un outil d'un autre mercenaire, l'Engineer. Celui qui est capable de fabriquer des téléporteurs et des mitrailleuses pour défendre sa base. Et son véritable nom, d'après le lore de Team Fortress, serait Dale Conager. L'abattoir serait donc sa propriété, et la clé à molette nous indique qu'il est dans les parages. Le médic est surpris par des cris étouffés en provenance d'un cercueil scellé avec une serrure qui semble correspondre à la clé qu'il a reçue dans son bureau. Qui que ce soit, la personne qui l'a attiré ici voulait qu'il trouve ce qui s'y cache. Et avec stupeur, il découvre le scout bleu. À peine libéré, celui-ci le frappe et s'enfuit en l'insultant. Wait, Scout! I'm trying to help you! If I had a gun, I'd shoot you, you sick bastard! Quoi qu'il ait vu, il est persuadé que son ami est responsable du crime qui a eu lieu chez lui. Mais hélas, il ne parvient pas à aller bien loin.
Il n'y a pas un, mais deux frères Conager. Zed et Maynard, une référence aux ravisseurs de Pulp Fiction. Comme dans le film de Tarantino, il y a également une mallette noire. Ces deux engineers semblent être les membres d'une fratrie. Ces deux engineers semblent être les membres d'une fratrie dont le troisième frère Dell a disparu. Détail assez intéressant, mais il est assez difficile de discerner si ces engineers font partie de l'équipe bleue ou rouge. Et la symbolique des couleurs est extrêmement importante dans ce film. Parfois on les voit passer du bleu au rouge, mais les véritables modèles de ce personnage sont gris et noirs. Donc impossible de déterminer s'ils appartiennent à une équipe en particulier. Cependant, on note que le Heavy qui portait la même mallette au début était également en noir. Hey Dell, you haven't called me in a while. How's Dust Bowl working out, brother? Dust Bowl is gone. Gone? You heard me. There's nothing left of it. How? We're still trying to figure that out. It doesn't look good. What about my little brother? Is he alright? Listen, I'm coming to the slaughterhouse now. Is the briefcase secure? Un appel téléphonique les informe que leur planque est compromise, et qu'ils doivent protéger la mallette quoi qu'il arrive. Le scout, lui, est emmené dans une salle et torturé par Zed. Et on sait malheureusement ce qu'il attend si la référence à Pulp Fiction va trop loin. Donc le médic doit trouver un moyen de se débarrasser des frères Conager. Il saute sur Maynard et tente de l'étrangler pour s'emparer de la télécommande qui contrôle la tourelle. Le tout dans une petite référence à No Country for Old Men. Malheureusement, il perd le dessus, et le combat ne va pas tourner en sa faveur. De leur côté, le spy et le soldier trouvent le bureau du médic. Ils tombent sur les photos qui ont été envoyées au médic, ainsi que le message sur le mur qui les dirige vers l'abattoir des Conager. Ils tombent également sur le Valium du médic. Apparemment, le traitement aurait été prescrit à plusieurs mercenaires, mais le soldier ne prend jamais ces comprimés. You know, it made me think a bunch of this stuff. Said I was seeing things. And did the medication work? I don't know. I never took any of it. J'en profite pour souligner la qualité des interprètes qui est exceptionnelle. La plupart des personnages sont doublés par les créateurs du film, Chad Payne et Anton Pellizzari, mais le scout et le soldier sont doublés par des comédiens qui reproduisent à la perfection les voix des acteurs originaux. Le film a d'ailleurs été dédié à la mémoire du véritable acteur qui a interprété le soldier et qui est décédé du Covid-19 3 ans avant la sortie du film. Je vous laisse donc apprécier son interprétation originale et l'hommage qui lui a été fait dans Mrs. Blue. If fighting is sure to result in victory, then you must fight. Sun Tzu said that, and I'd say he knows a little more about fighting than you do, pal, because he invented it. No, don't! Hello? Hello? Who is this? Who am I? What the hell are you? Who is this? What? It's him. Listen to me, punk. You're not gonna think this is funny when I strangle you to death with your own stethoscope. Who is this? It's the voice of God, you son of a bitch, and I'm coming for you! La voix qu'on entend au téléphone, c'est celle de notre médic. Mais comme on l'a vu, il est un peu occupé avec son décès, donc c'est très probablement l'Undertaker qui continue d'utiliser le téléphone pour attirer l'attention des mercenaires de l'équipe bleue. Une fois arrivé à l'abattoir, le spy constate que le pont est détruit et comprend que ce n'est pas une bonne idée de s'aventurer en territoire rouge. Il aurait pu appeler des renforts, mais le soldier propose un plan plus débile pour passer de l'autre côté. You've had that thing in my car this whole time. For emergencies. Just what do you plan to do with it? I'm gonna use it to jump across this ravine. You really have lost your mind, haven't you? What? I've done it before. En pratique, son plan pourrait marcher puisque la classe du soldier permet effectivement de se propulser dans les airs avec l'explosion de son lance-roquette. Sauf que ça ne marche pas pour ses équipiers. Donc, à part s'il veut pulvériser le spy avec son arme, il va juste se retrouver tout seul dans l'abattoir. Dans la dispute, le spy fait tomber le lance-roquette et détruit son propre véhicule. Le sniper rouge tente de les abattre en leur tirant dessus, et le soldier sauve son camarade in extremis en se jetant avec lui dans le canal. Les deux enquêteurs se retrouvent donc à traverser les égouts, obligés d'entrer dans l'abattoir pour sortir d'ici. Le spy est particulièrement ingrat d'ailleurs envers le soldier, il le traite d'amateur et l'accuse d'être à la cause de leurs problèmes. I hope you can swim because you're going right back out the way you came. You gonna shoot me? We're done. I don't care what wretched battalion you think you come from, you are not coming with me. You shot one of your own before? Get out of my way. Archibald teach you that?
Les dialogues de ce film sont vraiment bien écrits. Les accusations du spy laissent sous-entendre que le soldier n'est pas un véritable soldat, ce qui est plutôt justifié car dans le descriptif officiel du jeu, le soldier est surtout un patriote américain qui a été rejeté par toutes les branches de l'armée américaine et a fait sa propre guerre en Europe 4 ans après la fin du conflit. De son côté, le soldier demande au spy si c'est Archibald qui lui a appris à tirer sur ses équipiers, ce qui clôt la conversation. On comprend donc que le spy et Archibald ont très probablement les mains sales. Peut-être que le spy essaye d'écarter le soldier sur ce qu'il pourrait trouver à l'abattoir. Dans tous les cas, leur attention est redirigée par la présence du sniper qui ne va décidément pas les laisser passer. C'est très malin la façon dont ce film transforme une partie normale de Team Fortress en véritable thriller dramatique. Parce qu'en temps normal, le spy est un véritable fléau pour les snipers grâce à son pouvoir d'invisibilité. Mais sa montre de camouflage dysfonctionne à cause de l'eau, et c'est le soldier qui va une fois de plus se mettre en danger pour faire face à leur ennemi. What are you, blind? Come on, right here. Take your mission. Le sniper est estropié et mourant, mais les deux détectives se font surprendre par un des principaux suspects. Le pyro tient en joue le soldier avec une mitraillette et cette fois, c'est le spy qui s'interpose pour sauver son collègue et lui permettre de s'enfuir. Les mercenaires bleus sont séparés et le spy est capturé par le pyro. Les trois personnages sont maintenant morts ou séparés. Mais c'était sans compter un élément primordial dans ce film, la machine de réapparition. Alors que Maynard Conager s'éloigne vers le dépôt, notre protagoniste revient mystérieusement à la vie avec les yeux bleus acier et part massacrer les Engineers. Le regard du médic est dominé par la rage et il prend un plaisir sadique dans l'élimination de ses ennemis. Et cela semble même jubiler de la situation lorsqu'on découvre que Maynard n'avait même pas Dieu sous ses lunettes. Un détail troublant qui fait probablement référence à l'excursion lorsque les voyageurs fous s'arrachent les yeux, ou l'échelle de Jacob qui nous montre également un chirurgien dépourvu d'yeux. Il y a de nombreux points communs entre ce film et Emesis Blue, avec ses histoires de vétérans qui reviennent de la guerre avec des troubles post-traumatiques et des visions cauchemardesques. L'échelle de Jacob parle également des expériences réalisées sur les soldats dans les années 70, ainsi que les effets des différentes drogues avec le projet MK-Ultra. En tout cas, l'absence des yeux de Maynard Conager montre surtout le genre de difformités qui peuvent se manifester au fil des réapparitions. Now that ain't a toy, son. Put it down. Now. Now don't do nothing stupid, boy. You got no idea who you're dealing with. Une fois le deuxième frère Conager éliminé avec sa propre tourelle, le médic tombe dans les vapes. Il a visiblement une énorme descente d'adrénaline et reprend lentement ses esprits pour découvrir ce qui est arrivé à son ami. Après avoir placé le corps du scout dans un cercueil, le médic fait la rencontre de son double, un médic rouge qui titube vers lui dans une démarche agonisante. Il le neutralise en utilisant l'alimentation de son Medigun et découvre les expériences qui étaient menées dans la base rouge. Étant donné que la machine de réapparition était défaillante, l'équipe rouge a cherché des alternatives pour ressusciter les morts. Le médic rouge a donc fait des tests sur le Heavy, qui est immédiatement devenu énorme, et l'a jeté à travers le labo. Ce qui explique pourquoi il est revenu avec une forme monstrueuse. En temps normal, le Medic et le Heavy sont des classes qui se complètent super bien. C'est un binôme très populaire dans le jeu puisque le Heavy protège le Medic pendant que celui-ci le soigne, ce qui rend le duo littéralement invincible. Mais dans le film, vous vous doutez bien qu'après ce que le Heavy a subi, il n'est plus vraiment copain avec les Medics. Quand notre protagoniste arrive de nouveau à s'échapper, il assiste à la mort du Medic rouge, qui est transformé en citronnade par le Heavy. Du côté du soldier, les choses commencent à se compliquer. Donc soyez attentifs parce qu'il va y avoir de nombreux indices sur ce qu'il s'est passé dans l'abattoir. Le soldier assiste à une conversation d'un autre soldier.
I've already lost one man, not gonna lose another. Then you are a dead man. You have lost both eyes and Cyclops, so tell me what you've seen. Cette chose que vous voyez dans le couloir, c'est un scout. Mais il ne s'agit pas du scout bleu qui est venu chercher le médic, car souvenez-vous, à son arrivée, il avait déjà croisé cette créature qui se cachait dans l'ombre. En fait, il est très probable qu'il s'agisse d'un scout rouge qui aurait subi les mêmes effets secondaires que le Heavy. Pour s'échapper, le soldier jette un pied de biche sur son double et s'enfuit vers une issue qui l'envoie directement dans un cauchemar. Il se retrouve dans une tranchée pendant la Seconde Guerre mondiale. On y voit le médic bleu et l'Undertaker jouer aux échecs, le Spy rouge se faire brûler vif par un pyro, et un scout se prend une balle dans la tête avant de se transformer en monstre. Dans cette séquence, on n'est évidemment pas dans le réel, mais ce n'est pas tout à fait une hallucination non plus. Il faut plus le voir comme une sorte de chambre rouge comme on a dans Twin Peaks, une salle qui n'a pas vraiment de position claire dans l'espace-temps et qui permet au personnage d'acquérir de nouveaux indices sur l'intrigue. En quittant ce cauchemar, le soldier fait la rencontre du Demoman rouge qui est enfermé dans une cellule rudimentaire. Il est estropié de son bras gauche et explique au soldier que l'abattoir n'est plus contrôlé par l'équipe rouge. I'm looking for Jules Archibald. Who's asking? His rescue. Fred, you're gonna be disappointed. I want to know what the hell is going on here. I don't know. That's probably mincemeat by now. Pour des ennemis, ils n'ont pas l'air spécialement hostiles l'un envers l'autre. Le soldier partage même sa flasque d'alcool avec le Demoman. Dans le lore du jeu, le Demoman est une caricature d'Écossais. Il est souvent représenté avec une bouteille d'alcool et c'est même son arme de corps à corps dans le jeu. Mais il est aussi l'ancien meilleur ami du soldier bleu. Dans la bande dessinée, on sait que ces deux mercenaires sont liés par leur amour des explosifs et que c'est la guerre qui les a séparés. C'est donc plutôt cool de les voir réunis dans cette conversation dont cette phrase devrait vous être familière. I've already lost one man, not gonna lose another. Then you're a dead man. You haven't lost both eyes yet, Cyclops, so tell me what you've seen. Conaga Brothers. They run the joint, but this is red territory. Not anymore. Who's the guy you were just talking to? What guy? Le soldier est dans une boucle temporelle et le scout mutant est sur le point de l'attaquer. Il libère le Demoman et ils se font courser par la créature. Nos deux mercenaires font donc équipe pour chercher des armes et tenter de sortir de cet enfer. Le soldier tombe sur les enregistrements du sniper qui dit qu'il a vu l'autre côté et que c'est plus long qu'on ne l'imagine. En prenant un stock d'armes, le soldier réveille un groupe de morts-vivants rouges. Probablement des expériences ratées du médic. Dans une nouvelle référence à Resident Evil, les mercenaires éliminent les morts-vivants. C'est vraiment satisfaisant de voir cette coopération entre les deux personnages. Une caméra de la marque Helix semble les espionner et le soldier constate que le corps du scout mutant a disparu. Alors qu'il semble être pris au piège, il entend une voix familière. Someone help me! Le médic. Sauf qu'il n'est pas venu seul et il a attiré un ancien copain du soldier vers lui. Le Heavy est peut-être très rancunier de s'être fait tuer par une pauvre balle de pistolet et a bien l'intention de broyer le soldier comme un citron. Le médic tente de l'incapaciter en l'éborgnant avec un tournevis, mais le titan semble inarrêtable. Pendant qu'il s'échappe grâce à un ascenseur, on peut voir le Heavy se faire attaquer par le scout mutant. Et là on va pointer un autre aspect du jeu parce que le scout et le Heavy sont deux classes rivales dans Team Fortress 2. Sachant qu'ils étaient probablement le Heavy bleu et le scout rouge, c'est logique de voir ces deux mutants continuer de s'affronter dans leur réincarnation. Mais ça soulève un autre point, les mercenaires qui portent des tenues noires n'ont plus d'allégeance envers leurs équipes d'origine, et ont été corrompus lors de leur réapparition. Il semblerait que, comme dans l'excursion de Stephen King, les mercenaires qui passent beaucoup trop de temps dans la machine de réapparition deviennent complètement dingues. Je crois que c'est exactement ce que ressentent les joueurs de Team Fortress quand la session bug et qu'ils attendent indéfiniment le respawn. Après ce moment de répit, nos rescapés se dirigent vers un sous-sol extrêmement profond. Le soldier remarque que le médic semble être en possession de la mystérieuse mallette, on ignore toujours ce qu'elle contient, mais le doc y semble attaché et refuse de la céder.
Ce dernier niveau est une prison dans laquelle la plupart des cellules sont vides, et où sont écrites des phrases qu'on entend au cours du film, ainsi que le fameux M. Mais surtout, dans l'une d'elles se trouve Archibald, le gouverneur qui a été enlevé. Il est sain et sauf et exige du soldier qu'il le fasse sortir d'ici. Now, are you going to stand there or can you unlock this bloody door? You're right where you belong, you fat crooked bastard! Le gouverneur fait bien partie de l'univers de Team Fortress, mais c'est un personnage non combattant qui faisait partie du scénario VIP. Un modèle avait bien été créé pour Team Fortress 2, mais finalement il a été retiré de la version finale du jeu, car les développeurs ont considéré que ce mode de jeu n'était pas assez attrayant. Les créateurs du film l'ont donc repris pour le personnage du gouverneur. On en apprend plus sur ce personnage lors d'un flashback avec le Spy. L'espion est missionné pour éliminer des mercenaires de sa propre équipe, soi-disant pour trahison. Et on peut voir en fond le Heavy noir qui assiste à l'exécution. Le Spy et le Heavy se connaissaient donc avant de se combattre dans la ruelle. I want a new car. Done. Anything else? My own personal assistant. Anything you like, Corporal. Le véritable traître tue d'une balle dans la tête ses 3 partenaires, dont le Scout bleu. On sait donc pourquoi le patient du médic aurait eu une cicatrice sur la tempe et pourquoi le soldier l'a vu se prendre une balle dans la tête dans son cauchemar. Une autre scène nous montre que le Spy est toujours vivant et séquestré par le pyro. Il se fait imbiber d'essence et quand il demande à son ravisseur ce qu'il veut, le pyro révèle ce qui se cachait sous son masque blanc. Les joueurs de Half-Life 2 auront évidemment reconnu la tête de cadavre qui aurait été modélisée d'après une véritable photo de victime de brûlure. Sachant que le jeu n'a jamais dévoilé l'identité du pyro, et qu'on n'entend strictement jamais sa voix, c'est une façon de respecter le canon du jeu tout en laissant comprendre que ce mercenaire cherche à retrouver son visage. Pour ça, il compte utiliser le Spy comme otage, sauf que celui-ci parvient à utiliser sa montre d'invisibilité pour se libérer et prendre par surprise le pyromane. Alors que le traître semble tirer d'affaire et qu'il jette négligemment sa cigarette par terre, celui-ci s'immole involontairement par le feu à cause de l'essence. Ce qui confirme la prédiction où il était brûlé dans le cauchemar du soldier. Après sa meilleure imitation de Anakin Skywalker, le Spy se jette dans l'eau pour sauver ce qu'il reste de sa peau. Pendant ce temps, le soldier cherche à comprendre ce qu'il se passe dans le sous-sol. Le démoman répond à un vieux réflexe d'alcoolique en étant attiré dans un bar. Sauf que cette pièce est en réalité un laboratoire. Et après l'avoir franchi, il se trouve dans une pièce sombre, avec ses 2 yeux valides, face à un ingénieur. Hello, Bill. Long night, eh? Longer than you think. Pour les cinéphiles du fond, oui, c'est une référence à la scène du bar dans Shining. Et cet Engineers, c'est ni plus ni moins que Dell, le 3e frère Conager. Your brothers thought you were dead. Relapse is a hell of a thing, ain't it? Too right. Pour l'anecdote, le tout premier film de Chad Payne qui s'appelle Spies Disguised nous montrait un ingénieur rouge qui sabotait une machine de réapparition pour piéger un spy bleu. Le truc c'est qu'en sabotant sa machine, les morts deviennent permanentes. Et il condamne également ses propres coéquipiers. Ce court-métrage peut potentiellement expliquer d'où provient le fameux dysfonctionnement de la machine de réapparition. L'ingénieur rouge finissait également tué, et il est très probable que Dell Conager soit responsable du dysfonctionnement de la machine et qu'il soit condamné à l'intérieur. When they figured out how to bring us back, some of us would tell stories about what we saw on the other side. Solid friends, family, mostly strangers. I spoke to my grandfather. He's been dead for 30 years. What'd he tell you? It's eternity in there. Quoi qu'il se trouve dans le laboratoire où le démoman est entré, il y est mort et est désormais dans le purgatoire en attendant sa réapparition. Alors que le soldier se retrouve de nouveau seul, celui-ci est distrait par un fauteuil roulant qui traverse la prison. Archibald a disparu et il voit dans une des cellules le corps pendu d'un soldat. Pas un mercenaire, un soldat de la Seconde Guerre mondiale comme celui qui était dans les tests ratés de l'introduction du film. Ce soldat, on comprend ce qui lui est arrivé quand le soldier découvre une salle de réunion qui fait référence à celle du docteur Folamour.
Des squelettes de puissants dirigeants semblent avoir été tués ici et un enregistrement téléphonique lui permet de comprendre qu'Archibald a vendu une machine de réapparition défaillante à Blue Tarkman et Redmond Man, les deux jumeaux qui se font la guerre au Nouveau-Mexique pour contrôler les territoires légués par leur père. The respawn machine works. It technically works. Plutarch, however... no. You see, that's the problem. They say we've lost about 90% of the test subjects. What? 90% des sujets de test sont morts, et Archibald a dû faire ses tests sur des condamnés à mort pour améliorer ses chances de trouver des personnes compatibles avec la machine de réapparition. C'est pour ça que tous les mercenaires sont complètement fous et dangereux. Ce sont de base des criminels qui étaient dans le couloir de la mort, et le soldier lui-même a été tué par Archibald comme le montre cette photo, une célèbre référence à une photo d'exécution d'un officier vietnamien. Sur tous les sujets, seules 10 personnes étaient compatibles avec la machine, dont un soldat qui s'est tué après chaque réapparition. C'est donc lui le mystérieux soldat pendu, le fantôme d'un sujet de test qui a vu les pires horreurs dans la machine. Au total, c'est plus de 800 000 mercenaires qui ont été recyclés dans la machine. Avant que le soldier ait le temps d'en apprendre plus, il est poursuivi par le sniper qui est revenu d'entre les morts et porte maintenant une tenue noire et une béquille de métal pour remplacer sa jambe estropiée. Il tire précisément dans la jambe droite pour se venger de celle qui lui a fait perdre. Ralenti par sa blessure, le soldier tombe sur le laboratoire où le démoman était entré plus tôt. Il découvre qu'il s'agit d'une salle cryogénique avec d'autres soldiers. Plein d'autres soldiers. Il comprend, grâce à cette nouvelle révélation, que Helix ne s'est pas contenté de le faire mourir en boucle dans la machine. Comme le soldier est un des personnages les plus résistants et polyvalents, il a été cloné et des milliers de ses semblables sont morts au combat dans des guerres pour des terrains inutiles. C'est également pour ça que le soldier est l'un des seuls personnages à ne pas avoir de véritable nom. Cet homme n'a pas d'identité, sa vie appartient à la compagnie. Il tombe ensuite sur le corps frigorifié de son ami, le démoman, qui est mort congelé dans le laboratoire et maintenant condamné dans le purgatoire de la machine. Prêt à se tirer dans la tête, le médic affronte ses démons intérieurs et tire finalement sur son reflet. Il est déterminé à trouver une sortie pour quitter cet enfer, mais c'est sans compter son passage dans la salle des machines. Et pas n'importe laquelle. La machine. Celle-ci se présente comme un monolithe noir, comme une porte vers les abysses, où il peut apercevoir la silhouette minuscule du scout bleu. Une opportunité de faire revenir son ami à la vie. La tentation est trop grande, et le médic est jugé par le fantôme de la mère du scout. La machine s'active et affiche l'existence d'un fichier corrompu au sein de son système. C'est l'esprit de son camarade qui est en train de subir une éternité d'attente dans le système. Si le docteur tente de le faire réapparaître, il risque d'être dans un pire état que ce qu'il a été. Il risque de devoir l'affronter ou de lui infliger un destin pire que la mort. D'un autre côté, chaque seconde d'hésitation représente des années, peut-être même des siècles d'attente qui érodent la stabilité mentale du scout. Le médic choisit d'activer la réapparition de son équipier. La machine se met en marche, mais affiche une erreur fatale. Les portes de la machine s'ouvrent et l'horreur se produit. Le médic vient de transformer son ami en gallon de sang. Ébranlé psychologiquement parce qu'il vient de faire subir à son meilleur ami, il traverse le complexe et voit un portail. Une sorte de porte vers le passé comme celle qu'avait traversé le soldier. À travers ce portail, il assiste en tant que spectateur à la toute première scène où il auscultait son ami. Dans une belle référence à Interstellar, il tente de renverser une boîte pour attirer leur attention et les prévenir de ce qu'il va arriver. Ce qui explique pourquoi les cassettes sont tombées de façon inexpliquée au début du film. En essayant de rattraper son camarade et son double du passé, il finit face à la terreur de sa propre culpabilité. Il voit son double du passé dans l'appartement du scout, en train de décapiter sa mère. Quand celui-ci se redresse, il perçoit la démence dans son propre visage, grimaçant, privé de ses yeux. De nouveau dans le monde réel, le médic fait face au pyro. Il est fraîchement sorti de la machine et revient d'entre les morts après avoir été tué par le spy. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est voulu, mais dans le véritable jeu, il y a un bug assez fréquent où les mercenaires peuvent réapparaître avec des flammes qui ne font aucun dommage s'ils sont morts brûlés. Le pyro prend donc en chasse le médic qui trouve refuge dans une église et se cache dans un confessionnal. À l'intérieur se trouvent deux éléments qui constituent les principes de notre personnage. Le premier élément, c'est une statuette d'Hippocrate sur laquelle est gravé « Ne pas nuire ».
Ensuite, un crucifix en collier est glissé dans sa direction. Comme notre personnage est un médecin, on peut en déduire que la statuette d'Hippocrate est présente pour lui rappeler le serment qu'il a fait pour exercer sa profession, dont le premier principe est de ne pas nuire. Comme on l'a constaté, il a rompu plusieurs fois son serment en causant plus ou moins directement la mort du scout et de sa mère. Et comme vous êtes très attentif, vous avez également noté que le personnage avait fait une prière lorsqu'il était poursuivi par le Heavy. On sait donc qu'il est pratiquant. Le collier en crucifix était également un accessoire du médic dans le film Spy Disguised. Peut-être que ce n'est qu'une référence, ou peut-être que le médic avait véritablement une histoire passée dans ce court-métrage. Quoi qu'il en soit, cette scène du confessionnal, elle est là pour qu'il se repentisse de ses péchés. Et à peine sa confession terminée, le pyro saisit le médic et le brûle au visage avec sa main enflammée, gravant la marque du meurtrier sur sa joue. Dans un combat brutal contre son assaillant sorti tout droit de l'enfer, il parvient à lui tirer une balle dans chaque œil comme dans Halloween 2. Le médic s'empare de la hache et lui tranche la jambe. Une fois son adversaire à terre, il abat sa hache sur la nuque du pyro qui termine décapité. Bordel, cette scène est géniale. Notre héros a deux personnalités en lui, le saint et le meurtrier. Le saint, c'est le personnage qu'il est la plupart du temps lorsqu'il essaye d'aider son ami et qu'il fait équipe avec les autres mercenaires pour les sauver. Seulement le meurtrier est aussi présent. C'est lui qui lui donne la force de massacrer les frères Conager et très probablement celui qui est à l'origine de la mort de la mère du scout. Cette scène, c'est littéralement le combat intérieur du médic qui affronte sa culpabilité. Il traîne ce regret depuis le tout début de l'histoire et enfin il parvient à se repentir pour trouver la paix. À l'autre bout du complexe, on retrouve Archibald qui s'était esquivé pour contacter son avocat. Voyez-vous, cet énorme fumier sait qu'il risque d'être condamné pour crime de guerre si l'affaire de Helix en vient à devenir publique, et le pauvre risque de ne pas être réélu si ça arrive. Imaginez le désastre de ce pauvre monsieur. Listen very carefully, Goldman. I think there are people trying to kill me, and worse yet, I think this Valium is actually... Continue this call. Please deposit 5 cents. Du coup, il demande à son partenaire de trouver un moyen de le faire disparaître de la circulation pour échapper à l'arrestation. On peut d'ailleurs voir que, paradoxalement, il passe cet appel depuis une chambre d'exécution, puisqu'on peut voir une sorte de chaise électrique. Et là, on a une nouvelle pièce du puzzle qui permet de comprendre ce qu'il s'est réellement passé dans l'abattoir des Conager. On a compris que cette base de l'équipe rouge a servi de centre d'expérimentation pour Helix, une compagnie représentée par Archibald qui a construit un énorme complexe sous terre, une prison pour récupérer leur repris de justice, une salle pour une machine de réapparition, une salle d'exécution, un laboratoire de clonage, une salle de commandement. Tout le complexe a été construit par Helix pour tester et mettre au point la technologie de réapparition qui a été vendue aux deux équipes alors qu'elle était défaillante. Les derniers membres de l'équipe rouge à la surface ont essayé de survivre grâce aux expériences de résurrection du médic en substitut de la machine de réapparition, malheureusement avec des résultats horribles. Pour ne pas éveiller les soupçons, Archibald a fait croire qu'il était kidnappé et s'est caché dans le complexe de Helix, sauf que ces hommes vêtus de noir ont compris que la machine n'était pas fiable et se sont retournés contre lui. Ils ont volé la technologie et cherché à la vendre à quelqu'un d'autre. Pour la revendre, les hommes en noir devaient garder secret le dysfonctionnement. Ils ont donc tué la mère du scout et kidnappé celui-ci. C'est aussi pour cette raison que le spy n'a pas été tué par le pyro. Ses relations dans le gouvernement auraient permis de faciliter une transaction ou servir de monnaie d'échange le temps qu'ils trouvent un acheteur ou un autre moyen de soigner leur corps. On peut voir à côté d'Archibald une caisse remplie de boîtes de pilules. Ce n'est pas le même flacon que le Valium utilisé par le médic, mais un autre traitement qui semble lié à l'utilisation de la machine. En tout cas, on ne peut pas en dire plus pour l'instant. Étant arrivé au bout de son appel, Archibald cherche un penny qu'il a fait tomber sous le dépôt et lorsqu'il l'ouvre, il est horrifié par ce qu'il trouve. On sait que le médic avait jeté les corps des frères Conager dans le dépôt, mais la découverte d'Archibald semble bien plus affreuse que deux cadavres. Quoi qu'il ait vu, il renonce à continuer son appel et prend la fuite. En essayant de fuir la justice, Archibald se fait rattraper par la vengeance. Il fait face au spy qui a survécu à ses brûlures et est intégralement en noir. C'est une supposition, mais il est très possible que le spy ait ressuscité. Tous les mercenaires corrompus par la machine reviennent en noir. Son costume est également noir et en parfait état. Et il a l'air surtout beaucoup plus agressif et il ne boite plus pour la balle qu'il a pris dans la jambe. De plus, dans le scénario de Payne, le spy est identifié par son nom de famille, Murnau. Et après ses brûlures, il est identifié comme The Smoker. La seule explication que je trouve pour ce changement de nom, c'est que le spy est effectivement ressuscité et qu'il est maintenant furieux. Well, there's no one here to protect you now. But I've given you everything you wanted. And I'm giving you exactly what you deserve.
C'est très curieux... Non, j'ai plus de voix, mec. C'est très curieux que le spy décide de tuer Archibald maintenant, alors qu'il a été missionné pour le sauver. Mais il y a encore de grosses révélations qui nous attendent. Toujours poursuivi par le Heavy, le Soldier le piège avec une grenade et se fait ensuite surprendre par le sniper qui tente de le pulvériser avec son propre lance-roquette. Il est traqué jusque dans la salle de projection où il fait face au tireur d'élite estropié, complètement dément suite à sa réapparition. Do you have any idea how long I've waited for this? Longer than you think. Le médic utilise la tête du pyro pour attirer le sniper, la même technique qui était utilisée pour enlever le scout. Il plante ensuite sa hache dans le torse du sniper dans une nouvelle référence à Shining, et dans ces derniers instants, le tireur d'élite lui donne rendez-vous dans l'autre monde. See you on the other side. La salle de projection diffuse une vidéo de Emesis Pharmaceutical montrant des sortes d'artères remplies de cadavres. Distrait par la vidéo, le médic et le soldier se font capturer par le spy. Une fois nos trois protagonistes réunis dans une salle d'interrogatoire, le spy exige de ses équipiers qu'ils ouvrent la mallette. Open it. I can't. I insist. It's not mine. Liar. Le médic prétend qu'il ne peut pas. On vous expliquera plus tard, mais c'est très probablement un mensonge. L'espion brûlé décide de mettre leur destin entre les mains du hasard et de jouer à la roulette russe. Comme les trois hommes présentent des objectifs qui divergent, l'un d'eux doit être supprimé de l'équation pour que l'histoire prenne fin. You're gonna make it, Fritz. I know. No! Le médic étant hors jeu, le spy pourra mettre au point sa version de l'histoire et épargne le soldier en lui donnant rendez-vous à des funérailles. Sur le départ, il trouve le corps d'Archibald posé dans la salle d'exécution. Peut-être que le spy a essayé de la connecter à la machine, qui sait. Il passe également devant le dépôt et découvre ce qui avait effrayé le gouverneur. Un passage vers l'enfer. Toujours poursuivi par le Heavy qui demande sa revanche, le soldier se jette dans le gouffre et finit au milieu d'un immense charnier constitué de cadavres. De lui-même. Tous les cadavres présents sont les siens et celui de ses clones. Ce qui est le plus troublant, c'est que ce n'est pas une hallucination ou un nouveau cauchemar. Ce charnier est réel et c'est ici que sont entreposées les 800 000 victimes de la guerre des frères Mann. Une fois arrivé dans une impasse, le soldier voit des escaliers monter vers la lumière. Cette scène est une référence au film The House That Jack Built. Dans le film, ces escaliers sont un passage vers le paradis et le gouffre le dernier niveau de l'enfer. Mais vous allez voir que ce lieu n'a pas exactement la même fonction ici. Alors que le soldier prépare son fameux saut avec son lance-roquette, encore une fois je vous assure que ça marche dans le jeu, il aperçoit le 10e mercenaire devant les escaliers. Un mauvais présage qui ne suffit pas à l'arrêter. Alors qu'il prépare son rocket jump, le Heavy débarque et le saisit. Le soldier parvient à exploser le Heavy et à réaliser son saut en catastrophe pour passer de l'autre côté du pont. Mais ce n'est pas le paradis qui se trouve de l'autre côté. Au fond du gouffre, on réalise que l'inconnu qui lui a tiré dessus a touché sa flasque d'alcool. Le soldier trouve une sortie vers une ruelle et constate qu'il n'est peut-être pas dans la réalité. Il reconnaît la voiture du spy et lui-même à l'intérieur pendant sa toute première apparition dans le film. Il est de nouveau dans une boucle temporelle dont il est violemment expulsé. Bon, les histoires de boucles temporelles ne sont pas vraiment expliquées. Peut-être que les nombreux passages dans la machine altèrent la perception du temps qu'ont les mercenaires. Peut-être que la machine ne s'inscrit pas dans le temps ou l'espace. De retour dans le vrai monde réel de la réalité véritable, il est encore poursuivi par le Heavy qui est de plus en plus énorme et de plus en plus increvable. Franchement, je me demande si le Ruskov invincible n'est pas une référence à Snatch. Enfin, l'abattoir des Konager est détruit et le Heavy qui n'avait plus que 5 PV se fait enfin tuer par une tour qui s'écrase sur lui. Ce cri, c'est le meilleur hommage au doublage original du Soldier. Après les événements, le Soldier est interrogé par un agent de la CIA qui lui dit simplement de ne pas parler de ce qu'il a vu dans l'abattoir des Konager.
On voit dans la pièce voisine le spy qui est médicalisé dans une triste référence à la photo d'un japonais irradié. On a eu le malheur de voir la photo de référence, et même si YouTube l'acceptait, on n'en voudrait pas dans cette vidéo. Le soldier est présent aux funérailles d'Archibald. Comme promis, le spy est également présent et lui a confié un script à suivre pour son discours. Une histoire qui dissimule les défaillances de la machine et qui fait porter le chapeau au médic. Alors qu'en vrai, c'est Archibald qui portait un chapeau. Monsieur, stop! Dans ces funérailles, on rencontre pour la première fois Blue Tarkman, le boss de l'équipe bleue, et Redmond Man, celui de l'équipe rouge. On apprend que ces deux vautours sont juste là pour la formalité et que Blue Tark est probablement responsable de la mort de Kennedy. Leur arrivée a été annoncée dans la scène où le soldier avait vu le fauteuil roulant dans la prison. Les jumeaux continuent de s'envoyer des pics pendant la cérémonie et le spy entame son discours d'accusation contre le médic. We won't forget the sacrifices he made for this company. Of course, with the accolades out of the way, I'm sure you all want to know what happened. As you know, Jules was recently abducted from his home by some kind of underground cult. The rescue operation had gone awry. However, myself and my colleague managed to escape. Il était déjà flippant quand il était brûlé, mais je le trouve encore pire avec son masque blanc et son synthétiseur de voix. On peut voir qu'à ses côtés se trouve la fameuse mallette, et on comprend enfin quelles étaient ses intentions et pourquoi il a assassiné Archibald. Depuis le début, le spy prévoyait de doubler son employeur. Archibald offrait tout ce que son homme de main désirait, mais pour le spy, ce n'était pas assez. Il voulait son empire. Pour ça, il devait s'emparer de la mallette, supprimer le gouverneur et faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Alors qu'en vrai, c'est Archibald qui... Oh putain! Donc, le soldier ne récite pas le discours qui lui a été écrit, ce qui donne lieu à un fou rire très embarrassant. Mais maintenant que le spy a réussi à exécuter son plan, il annonce qu'il reprend le contrôle de sa compagnie, et avec en sa possession la technologie qui permet de ressusciter les morts, il va pouvoir... Ça tue tellement, c'est badass. Pour la référence, le médic ne vient pas avec un mauvais cosplay de Steve Jobs. C'est une référence au film Le cabinet du docteur Caligari, un autre film expressionniste allemand qui parle d'un homme qui se fait hypnotiser pour commettre des meurtres lorsque son esprit est en sommeil. Et cette scène fait également écho à une des phrases qu'avait dit le scout au tout début du film. If they ever hit you with something, you hit back twice as hard, you hear me? Cette référence est également visible parmi les cassettes des titres de films qui ont inspiré Mrs. Blue. Mais le noir, c'est également la couleur des mercenaires corrompus par la réapparition. Le soldier aide le médic à s'échapper avec la mallette et retrouve Blue Tark, qui est responsable de la guerre. C'est une conclusion très satisfaisante pour le soldier qui est finalement la plus grande victime de cette guerre et paradoxalement l'homme le plus sain d'esprit du groupe. C'est d'ailleurs assez drôle si on prend en compte que le soldier est le personnage le plus fou de son équipe. Le voir prendre sa revanche contre Blue Tark, c'est tout ce que méritait ce personnage incroyable. Poursuivi par la police, le médic vole l'ambulance d'un infirmier. Ses gants bleus lui rappellent le médecin qu'il était et le serment d'Hippocrate qu'il a dû rompre de nouveau. Dans sa fuite, qui fait probablement référence à Reservoir Dogs, il écrase Redmond Man, le dernier homme responsable de la guerre, mettant un terme définitif à celle-ci. Le docteur remet son collier crucifix, et à ses côtés il aperçoit son ami. Il traverse une longue route comme dans Lost Highway de David Lynch, et sa route le mène également vers un bar, celui de Dell. Et si vous vous souvenez bien, le bar de Dell n'est pas un endroit du monde réel. Quoi qu'il lui soit arrivé, le médic a fini dans le purgatoire de la machine. Alors qu'il se dirige vers les toilettes, on peut apercevoir que les seules personnes présentes dans le bar sont les frères Conager, désormais réunis et condamnés à patienter pour l'éternité. Lorsqu'il rentre dans la salle d'eau, on aperçoit pour la dernière fois la marque du meurtrier. Ici, ce sont clairement les mêmes toilettes que dans Shining. Le doc cherche à quitter cet enfer et vide sa boîte de Valium. Il perd ses dents, comme dans le cauchemar qu'avait évoqué le scout au début du film, et découvre que son Valium a des effets qui ne correspondent pas au traitement. En arrachant l'étiquette, on a une nouvelle révélation. Il s'agit d'Emesis diazépam, le même médicament qui était présent dans la salle d'exécution lorsque le gouverneur appelait son avocat.
Cette révélation est un peu complexe à comprendre car le Valium et le diazépam sont le même médicament mais de marques différentes. Ce sont des anxiolytiques. Mais ce qui est véritablement intriguant ici, c'est le nom. En dehors de la référence au titre du film, ce médicament fait aussi référence à son teaser, parce que la vidéo d'annonce sortie 2 ans plus tôt avant le long métrage est une publicité d'Emesis Pharmaceutical, la même compagnie derrière la technologie Helix. On peut le voir écrit sur l'interface de la machine de réapparition, c'est donc la compagnie d'Archibald. Celle-ci a développé des médicaments contre les troubles du sommeil, l'anxiété ou la schizophrénie. La publicité conseille également de prendre un comprimé d'Emesis avant d'aller dormir. Mais ce que la publicité veut véritablement dire, c'est de prendre un comprimé d'Emesis avant de mourir. C'est pour ça que le doc a réussi à revenir une nouvelle fois à la vie dans le film. L'Emesis l'aide à réapparaître avec une rage meurtrière, un atout considérable pour les mercenaires au combat. Sauf qu'il y a de gros effets secondaires. L'Emesis provoque des somnolences, des pertes de mémoire et des hallucinations. Ce qui explique pourquoi le médic est un point de vue aussi peu fiable pour le spectateur. Évidemment, la pub se conclut avec un message qui se déresponsabilise des effets permanents, et on y voit les images de l'Undertaker et la tête coupée de la mère du scout. Le médic comprend que depuis tout ce temps, il ne prenait pas un traitement pour calmer son anxiété, mais pour lui permettre de revenir à la vie. C'est pour cette raison qu'il n'a plus la notion du temps et de la réalité, ce qui remet complètement en question sa perception des événements. Choqué par cette révélation, il découvre que son reflet a disparu au profit de son double corrompu. Il ne reste que la part sombre de lui-même. Pour la fin, on va simplement vous laisser savourer le final. Hey, Doc. Quel putain de film! Finalement, on découvre qu'Archibald est également piégé dans cette machine, sans possibilité de réapparition. Il siffle la même musique que lors de l'enlèvement du scout, son souvenir semble d'ailleurs être présent dans la machine, on peut d'ailleurs entendre la voix de celui-ci saluer le médic, qui semble se réjouir de sa présence, avant un violent cut sur l'accident de voiture et le visage sans yeux du médic. Avec un énorme sourire, il donne vraiment la sensation d'un coup de fouet. Et au final, qui aurait imaginé que dans la célèbre mallette de Marcellus Wallace se trouvait en fait une porte vers un autre univers contenant les âmes corrompues des mercenaires, piégées dans des artères où les secondes s'écoulent comme des siècles. Et enfin, on peut voir la silhouette du médic devant la sortie de la machine de réapparition qui est en train de brûler. La scène post-crédit nous montre une photo du médic et son ami. Elle s'obscurcit de sorte à ne laisser que le docteur dans l'ombre, seul, avec son dernier sourire, satisfait d'avoir permis à son ami de quitter cet enfer. Ceci dit, il reste encore une immense question en suspens. Quelle est la véritable identité de l'Undertaker ? Une première théorie voudrait que l'Undertaker soit le médic dans sa forme violente lorsqu'il est sous l'influence de l'Emesis. Ce serait donc une sorte d'alter ego et la facette meurtrière du personnage. Ce serait sous cette forme qu'il a tué la mère du scout, et même sous sa forme meurtrière, celui-ci l'aurait reconnu. Enfin, son apparence est une combinaison de cosmétiques du jeu Team Fortress réservée à la classe du médic. C'est très cool, mais ça ne tient pas à cause d'une incohérence. À un moment, le soldat croise dans la même scène l'ambulance du médic avec le scout à l'intérieur et le corbillard de l'Undertaker. Il a littéralement le temps de tirer une taffe sur sa clope entre le passage des deux véhicules. Impossible que le Doc et l'Undertaker soient le même personnage puisqu'ils sont à deux endroits éloignés. Aussi, pourquoi voler la mallette pour attirer ensuite le Spy et le Doc? Comment aurait-il pu se prendre en photo de dos à travers une fenêtre? Ça ne tient pas. Une autre explication, un peu plus solide, est que l'Undertaker est le docteur dans sa version ressuscitée, qui revient dans le passé. Alors là, faut vous accrocher parce que l'explication est extrêmement complexe,
mais très plausible. On a vu avec le Soldier qu'il était possible qu'une personne puisse croiser son double du passé pour interagir avec lui-même. C'est un détail fantastique inexpliqué, mais le voyage dans le temps est possible dans le film. Après sa mort, le médic serait ressuscité une ultime fois par la machine et revient sous la forme de l'Undertaker. Tout d'abord, on constate que tous les mercenaires corrompus par la réapparition reviennent en noir, mais surtout, ils reviennent avec un profond désir de vengeance. Le Heavy massacre le médic rouge qui a fait des expériences sur lui et poursuit le Soldier à travers tout le complexe. Le Sniper se venge du Soldier pour sa jambe perdue, le Scout rouge muté s'attaque au Heavy pour leur rivalité dans le jeu, le Spy qui tue Archibald, et enfin, le médic ressuscité tue le Spy qui a causé sa mort. Tous les ressuscités sont animés par la vengeance et l'Undertaker est très probablement le Doc qui revient pour rendre justice à tous les mercenaires qui sont morts en boucle pour la guerre des frères Mann. Tout ça, ça rejoint ma théorie sur le personnage du médic. Certains d'entre vous s'en sont déjà peut-être doutés en regardant le film, mais je pense qu'au début de l'histoire, le médic était impliqué dans les affaires d'Archibald. Tout d'abord, on sait qu'Archibald fait partie de l'équipe bleue et que la plupart des mercenaires qui travaillent pour lui étaient également de cette équipe. Le Doc est clairement au courant de ce qu'il se passe avec la machine et fait des cauchemars où il pense à tous ces corps qui sont condamnés à subir une éternité de souffrance dans la machine. Parmi les cassettes, on retrouve en référence le film Faust, un des plus vieux films qui référence le fameux pacte avec le diable. C'est très interprété, mais je pense que ça appuie la possibilité que le Doc bossait pour Archibald et que ces deux étaient liés par un pacte démoniaque. D'ailleurs, dans la bande dessinée aussi, le Doc a vendu son âme au diable. Bon, ok, je suis interprète. Lors de la conversation avec le Soldier, lorsque celui-ci demande s'il travaillait avec les Conager, le médic répond simplement qu'il les a tués. Quand le Soldier lui dit que la mallette ne lui appartient pas, le médic répond qu'il peut expliquer mais la conversation est interrompue. Le médic sait très bien ce qu'il se trouve dans la mallette. Pourquoi est-ce qu'il se serait emparé de cette mallette s'il n'en connaissait pas l'utilité? Il sait parfaitement ce qu'il y a dedans. Le scénario, disponible dans le Patreon de Chad Payne, précise à un moment que la mallette contient un spawn core, un noyau de réapparition. C'est littéralement le cœur de la technologie qui permet de réapparaître. Avec ces éléments en tête, on va pouvoir procéder à une relecture de cette histoire et vous proposer notre interprétation de ce qui se passe réellement dans Emesis Blue. Dans la première scène, le médic se sent coupable d'avoir aidé Archibald à cacher le secret de la machine et avoir contribué à la souffrance de tous les membres de son équipe. Il reçoit la visite de son double du futur, l'Undertaker. Celui-ci l'espionne, lui et le Scout, depuis un moment, et prépare son plan pour manipuler subtilement son double du passé. C'est pour ça que le Scout se sentait observé. Sa première action majeure est de dérober la mallette au Spy. Bien qu'il ait très envie de le tuer, il a besoin de le garder vivant pour l'instant. La mallette doit finir entre les mains du médic. Mais il ne peut pas se contenter de lui apporter, il doit l'attirer vers la mallette. Pour ça, il s'associe temporairement au Pyro, également corrompu, et participe au kidnapping du Scout et l'assassinat de sa mère. D'ailleurs, je me permets une grosse interprétation avec ce plan, mais lorsque le Scout est face au jeu d'échecs, le pion bleu représenterait le Scout, les deux tours seraient les frères jumeaux Conager, le roi serait Archibald, le fou serait le médic, et la reine, le Pyro. Tous ces personnages ont contribué au terrible destin du Scout. En attirant son attention avec la tête de sa mère, technique qu'il aurait utilisée dans sa précédente vie pour piéger le Sniper, il fait de sa mère une victime nécessaire pour faire comprendre au médic qu'il doit retrouver son ami. L'Undertaker dépose ensuite le Pyro et la mallette à l'abattoir des Conager. L'Undertaker aurait possiblement été reconnu par le Scout lorsqu'il l'a enfermé dans le cercueil. Pendant ce temps-là, lorsque le médic découvre la scène du crime, il s'enfuit et blesse un policier avec sa scie à os, ce qui explique pourquoi il y avait du sang sur ses mains lors de son arrivée au bureau. Le message a très probablement été écrit par l'Undertaker, qui lui remet les clés du cercueil du Scout, les photos, et qui l'appelle pour l'attirer à l'abattoir. Il libère le Scout, qui le confond probablement avec son double du futur, et finit tristement tué par les Conager dans la pièce où se trouvait la mallette. Grâce aux effets de l'Emesis diazépam, le médic revient après sa mort pour tuer les frères Conager et prend la mallette dont il connaît la fonction et la valeur. Elle ne doit tomber entre les mains de personne. Le médic a une vision de lui en train de décapiter la mère du Scout. C'est ce qu'il est persuadé d'avoir fait, mais encore une fois, tout nous prouve que c'était son double du futur qui était présent lors du crime, grâce au corbillard noir. Même son visage sans yeux est dans l'état dans lequel il finira lors de sa toute dernière mort. La culpabilité n'était donc pas seulement ce qui était arrivé à la mère du Scout, mais également pour son implication dans les affaires d'Archibald et sa contribution pour cacher les secrets de Helix. Comme l'avait prévu l'Undertaker, le Spy furieux abat Archibald d'une balle dans la tête et va pousser notre héros à se donner la mort. Le médic n'a plus peur car il sait qu'il reviendra, et comme il n'a pas consommé d'Emesis avant cette mort, il revient en noir, corrompu par la réapparition. Quand le Soldier tente de s'échapper du charnier, il aperçoit le 10e mercenaire, un présage de mort qui ne suffit pas à le dissuader de reprendre sa route. Il se fait ensuite tirer dessus par l'Undertaker dans sa flasque, pas pour être tué, mais pour être redirigé vers la sortie, car lui aussi avait encore une dernière chose à accomplir dans cette histoire. Grâce à l'aide de l'Undertaker, le médic a réussi à reprendre la place du corps d'Archibald dans son cercueil, d'où le cauchemar qu'il avait fait lorsqu'il s'imaginait enfermé.
Le médic prend sa revanche contre le spy, et avec l'aide du soldier, il tue les frères Mann et met définitivement un terme au cycle de réapparition. Le rôle de l'Undertaker étant terminé, il prend la route pour disparaître définitivement, et le médic décède dans un accident de voiture. Pour la scène post-crédit, je pense que l'esprit du Doc est scindé en deux. Sa partie meurtrière est revenue sous la forme de l'Undertaker, et sa partie sainte serait piégée dans la machine. Dale disait plutôt qu'il était possible de croiser des connaissances dans le purgatoire, et comme nous le montre cette dernière image, les deux amis ne sont pas véritablement réunis, mais le médic semble être heureux, et je pense que la voix qu'on entend dans leur dernière scène est juste là pour signifier que le protagoniste est pardonné, et qu'il est enfin en paix.